Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Une émission en direct de la ville de Lyon, la métropole, la deuxième métropole française et qui regroupe plus de 180 000 franco-marocains et marocains sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et l'émission Arc-en-ciel, c'est une émission qui est dédiée aussi à l'actualité marocaine de l'autre côté de la mer. Et nous sommes heureux ce jour d'avoir parmi nous un expert, un professeur de renom qui nous donnera son point de vue sur l'actualité et ses analyses pertinentes sur la COP22 et les derniers discours de Sa Majesté ainsi que les élections américaines. اللي عنده ما لقاش يخاف فيها تحقق الهوية البهجة المراكشية هي تاريخ وهي ثقافة وتقاليد وكلمات رنانة. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct du Maroc avec le professeur Abdelatif Elfkak. مرحبا سي عبد اللطيف. Oui, bonjour, cher ami, et bonjour pour l'ensemble des auditeurs. Bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel, professeur Abdelatif Elfkak, qui est connu, reconnu à l'échelle internationale avec ses analyses, avec chroniques au sein de l'émission Arc-en-ciel, un grand nombre de leçons et de messages qui a été transmis, qui est arrivé à destination parce qu'on constate comme quoi les analyses pertinentes et les analyses franches avec sincérité a été prises en compte sur différents niveaux et nous sommes heureux de jouer ce rôle éducatif, de jouer ce rôle qui gratte mais aussi qui stimule. L'émission Arc-en-ciel, son rôle est de promouvoir les deux pays, le Royaume du Maroc et bien entendu notre pays d'adoption, la France. Sir Abdelatif Elfkak, vous êtes un membre d'une commission, je crois, de l'ONU, que vous participez à la COP22. Ma question, ça va être directe. Comment vous voyez la COP22 à Marrakech? Quelle est l'atmosphère organisationnelle, politique et diplomatique? Bien, alors donc, comment dirais-je, la 22e conférence des partis, c'est ce qu'on appelle le COP22, qui se tient à Marrakech du 7 août à peu près du 17 novembre 2016, va permettre à peu près à 171 pays, je dirais signataires de la Convention, avec des débats, avec de discuter un certain nombre de points fondamentaux sur l'avenir de la planète. Et pour les générations futures, de leur laisser au moins une planète propre, sinon un village microscopique pour l'intérêt. Je dirais que la mondialisation, la planète aujourd'hui est sans frontières culturelles, sans frontières satellitaires des images télévisuelles, sans frontières aussi, parce qu'il n'y a pas de visa pour la pollution atmosphérique. Et je dirais air, mer, terre, les effets de serre et plus les nappes phréatiques qui risquent d'être touchées et la biomasse. Mais en gros, pour ne pas gêner les auditeurs, il y a 4 points fondamentaux qui se posent. D'abord, la dominance dans 2 secteurs. Il y a un secteur qu'on appelle la zone bleue qui est fondamentalement dominée par les scientifiques. Il n'y a pas de politique. Et il
y a la zone verte qui est là, commerciale et économique, où tous les individus du monde entier peuvent exposer le nouveau matériel. Alors la question, disons, dans la zone bleue, qui est la plus intéressante, où il y a les chefs d'État, où il y a l'ensemble du gouvernement, où on peut rencontrer un peu tout le monde, dans le cadre d'une sécurité extrêmement parfaite, avec une logistique parfaite, il n'y a rien dit, le Maroc est devenu un pays très grande réception, car il y a plus de 60 000 personnes de toutes les nationalités, et forcément l'anglais domine. Donc les questions sont d'ordre plus scientifique que des réponses politiques. Il y a plus d'hypothèses sur l'avenir des nouvelles sociétés à risque d'environnement, à risque politique et à risque, d'environnement ou d'un risque religieux, puisque le terrorisme, il ne faut pas l'exclure. Et il y a également plus de certitudes, disons, scientifiques, avec des chiffres à l'appui, des statistiques à l'appui, et qui font pression sur les politiques pour qu'ils prennent des décisions. Et il y a plus d'objectivité ici incertaine, pour mettre un peu le doute cartésien, que la subjectivité certaine des leaders politiques qui ne participent pas, mais qui vont peut-être simplement, dans les derniers jours, le 16 et le 17, les sensibiliser pour qu'ils prennent des décisions. Alors, je dirais, il y a une partie scientifique, c'est le diagnostic de l'ensemble des pays dont chaque État elle a ses projets donc de situation mondiale avec sa trajectoire historique de chaque pays en termes d'environnement, air, mer, terre. Il y a une partie, je dirais, politique, santé de l'environnement, la déforestation, la désertification, la recherche de l'élaboration des stratégies politiques avec l'adoption historique des accords de Paris lors du COP 21 et notamment les questions de transition énergétique de société et des changements climatiques ou le réchauffement climatique. Il y a quelques semaines, j'avais fait la différence entre le réchauffement climatique qui est un langage et qui est un domaine uniquement des scientifiques, et il y a le réchauffement qui est climatique, qui est dû à une activité industrielle humaine et dont les politiques peuvent agir pour leur réduction. Et il y a une partie diplomatique, c'est pour ça qu'on appelle la COP des partis, diplomatique pour les négociations, car cette 22e conférence des partis qu'on appelle COP 22 offre également une chance et une opportunité pour le Maroc de mettre en application, je dirais, des plans, des actions de protection pour la santé humaine, la dégradation de la nature, la réduction des effets de serre, et le Maroc même donne un exemple qui va réduire les effets de serre à 42% d'ici 2030, la mise en place des centrales solaires et éoliennes, des barrages hydriques, de la biomasse, des énergies marines, etc. Toutes ces énergies renouvelables air, mer, terre, il y a une prise de conscience de l'ensemble des pays du COP 22. L'idée, c'est de changer le mode de consommation des énergies fossiles. Donc la réduction des émissions carbone. Les énergies propres, ça sera l'avenir parce que les énergies sont inépuisables. Et je dirais aussi essentiellement qu'il y a des conséquences sur le changement climatique, ce qui nécessite forcément pour les scientifiques des réponses, un nouveau mode de gestion, un nouveau mode de repenser l'économie verte avec l'ensemble des métiers, de la mer, de l'économie verte, des modes, je dirais également des énergies propres. C'est ce qui fait l'objet de cette quatrième point que j'ai appelé tout à l'heure. La deuxième partie, c'est la zone verte, qui est commerciale et qui est économique. Et donc l'ensemble des exposants donnent leur innovation, leurs produits dans ce cadre. Alors pour le pavillon marocain, j'arrêterai là, c'est l'un des meilleurs espaces avec sa beauté de stand. Il y a beaucoup de conférenciers, notamment l'ensemble des ministères du gouvernement, les expériences de l'eau et le barrage et l'agriculture durable aujourd'hui. La raison, Sa Majesté même fait une tournée et essaye non pas d'influencer, mais de vendre le concept pour aider les pays africains à s'en sortir, car il va y avoir des problèmes d'eau, il va y avoir des problèmes de sécurité alimentaire, problèmes de démographie, enfin j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a cette résilience aussi de l'agriculture, il y a l'immigration,
et il y a l'industrie littorale avec l'ensemble des villes et des territoires qui va falloir jurer. En définitive, les scénarios, tout le monde en parle, le risque c'est d'arriver à 1,5 degré de la température, donc il va y avoir un réchauffement climatique d'ici 2018-19, et donc à ce moment-là, la stratégie de la COP, selon le GAPEC, c'est-à-dire un groupe qui a donné 5 rapports au niveau de l'ONU, et le GAPEC qui demande 3 choses essentiellement, je les résume. C'est d'abord, on a fait les diagnostics, mais on n'a pas de thérapeutique. La thérapeutique serait la prévention et l'alternance des sociétés à transition énergétique. 2, la vigilance et les contrôles des pays à émission d'effets de serre, pollueurs, payeurs. Troisième idée, c'est comment réduire la vulnérabilité de l'énergie fossile. Et il faut faire le rappel qu'il y a dans le G20, par exemple, qui ont accordé 70 milliards d'euros par an pour l'exploration des énergies. Et aujourd'hui, nous vivons dans de nouvelles sociétés à risque. Depuis 2003, vous le savez, il y a eu les tsunamis, il y a eu Katarina, il y a eu des maladies. Bref, il y a eu un choc. On a tous les pays, je veux dire, exposent le choc, mais pour le moment, nous n'avons pas de thérapie scientifique. Il y a des thérapies politiques, car la décision est collective, car la fumée n'a pas de frontières. Voilà, en gros, il va falloir donc repenser un modèle d'économie, réfléchir sur une bonne gouvernance, repenser aussi un nouveau mode de gestion donc pour les hommes publics. La COP, je dirais aujourd'hui, par rapport aux années précédentes, elle est passée de la gestion de la crise vers la gestion des risques, et aujourd'hui, on est sur la gestion des connaissances. Et là, vous comprenez le discours de Dakar de Sa Majesté qui justement, sur ce côté. Justement, donc, on reviendra, professeur Lefkak, on reviendra sur ce sujet après. Mais voilà, juste une question concernant la COP, si vous le permettez. Vous savez que le Maroc a déjà abrité la COP 7. Et maintenant, il a abrité la COP 22. Tant que personne qui assiste à cette COP, comment vous voyez la participation africaine dans cette COP? Alors, elle est excellente. Elle est excellente. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a eu, je vais le voir aujourd'hui, et je l'ai vu hier, il vient d'arriver, c'est le président mondial des villes et des gouvernements locaux. C'est un Africain du Sud qui est le maire de Johannesburg et qui a été aidé par Mbassi, qui est le secrétaire général à Casablanca. Probablement, on fera aussi une émission avec lui peut-être la semaine prochaine. Donc, il y a un côté massif, car les Africains ont compris que l'enjeu de l'Afrique va se jouer dans ces COP 22, et peut-être 23 ou 24. Mais ils ont pris conscience, tous les stands, il y en a énormément, et mais aidés aussi par la France, par la présence des associations, sur les briques, sur la recherche de l'eau, sur des produits, par exemple, où l'eau est maintenue pendant pratiquement 2 ans par des méthodes extrêmement scientifiques. En tout cas, je suis très content, car même certains pays qui n'arrivaient pas à venir, qui n'avaient pas les moyens de venir avec Sa Majesté les a pris en charge avec l'ensemble des présidents des îles. Et c'est très important de trouver par exemple Fidji, de trouver des îles de type américaine, etc., qui est extrêmement importante. Et donc ça donne du poids au Maroc pour avoir une négociation avec les 77, plus, je dirais, la Chine. Voilà, donc en gros, Sa Majesté a tiré la leçon pour le Maroc. Il sait qu'il y a maintenant une très grande différence. Il y a les hommes d'État qui pensent à l'avenir des générations futures et qui prennent des décisions aujourd'hui pour une trentaine d'années, comme un arbre quand vous le plantez. Et il a compris qu'il y a des hommes politiques un peu McDonald's qui réfléchissent uniquement à se redoubler et à penser au marché électoral. Donc, sanction aujourd'hui démocratique. Justement, professeur Lefkak, parce que c'est une question qui me traverse l'esprit, qui est dans ce sens aussi. On vit dans un monde
un monde qui est incertain quelque part. Donc comme on a parlé ensemble, l'histoire d'un plan quinquennal ou autre, il est plus d'actualité. Maintenant, on vit dans une période un petit peu, c'est presque le jour ou le mois, parce que semaine, il y a une révélation. C'est pesant, c'est lourd dans la gestion de la gouvernance. Alors très bien, là on a eu l'occasion d'avoir, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais probablement, certainement, et les auditeurs aussi, Sa Majesté Mohammed VI a eu 2 discours. L'un qui était à Rabat à l'ouverture du Parlement, donc c'est le 2e vendredi pour le Parlement, et donc il y a eu les élections, mais il n'y a pas encore le gouvernement, et il y a le discours de Dakar. Alors là, lorsqu'on fait, par exemple, je dirais, il a tiré la sonnette d'alarme. Et très important, et même nous, dans la radio, si vous vous rappelez, vous revoyez un peu sur YouTube, nous avons tiré aussi, on a sensibilisé, les chercheurs sont toujours un petit peu en avance sur les hommes politiques, mais en tout cas, il a compris, ce n'est pas avec du retard, mais un homme politique attend toujours les moments propices, parce que, comme disait Descartes, comme disait Pasteur, lorsque vous avez une idée géniale et prophétique, ou angélique, lorsqu'elle tombe du ciel, il faut que le terrain, les terreaux, la population soient préparés pour accueillir l'idée. Sinon, l'idée, elle passe inaperçue. Et l'homme politique saisit le moment où la population est capable de saisir cette idée. Là, il a demandé à revoir l'esprit du fonctionnariat. Ce qui veut dire, en d'autres termes, avec une dimension internationale, l'influence du COP22, il souhaite qu'il y ait, je dirais, la différence entre les hommes d'État et les hommes politiques. Et la deuxième chose, qui est très importante pour les fonctionnaires, il a compris qu'un fonctionnaire qui a 40 ans d'expérience, c'est un fonctionnaire qui a une année d'expérience multipliée par 40 fois répétitif. En général, il est là uniquement pour des cahiers de charges qu'il donne au privé dans le cadre des PPP. Et donc aujourd'hui, il faudrait réfléchir à une contractualisation avec les fonctionnaires et que c'est un droit humain que tout le monde peut être fonctionnaire dans n'importe quel type de pays avec peut-être 5 ans ou 10 ans à la limite et quitter les lieux, passer dans le privé et laisser la place aux autres. Ça devient une espèce de droit. Il suffit de regarder dans Internet l'idée de la Nouvelle-Zélande. Les gens se font élire, il y a un gouvernement constitué, il y a un cahier de charges pour l'État. L'État, donc le fonctionnaire, c'est du privé, et l'État fonctionne parfaitement bien. Donc, ça veut dire que Sa Majesté demande aujourd'hui à tous les cadres de réfléchir à une société entrepreneuriale, mais pas salariale. Car avec la surcharge de 13% du PIB au Maroc, et qu'il faut réduire à 10, mais en général toute la Méditerranée c'est entre 5 et 6 du PIB, ce qui veut dire que l'État a besoin d'être un État mannequin, a besoin d'un État filiforme, un État qui transforme les graisses en muscles, pas un État fourmi, pas un État cigale. Et je dirais la cigale, c'est les fonctionnaires qui, eux, ne travaillent, je dirais pas qu'ils ne travaillent pas, mais ne s'instruisent pas. Ils ne suivent pas le monde car ils ont des nomenclatures et il faut changer les textes pour qu'ils puissent travailler. Donc dans les formules, dans tout le travail. Maintenant, aujourd'hui, un fonctionnaire, même quand il y a des directeurs avant, on voyait qu'il avait un projet, il y a des stratégies. Aujourd'hui, il n'a plus tous les plans du Maroc, plan vert, plan halieutique, plan industriel, plan ça. Qui c'est qui les a fait? C'est McKinsey. Les ministres vont vendre ça. Il n'y a aucun parti qui est capable aujourd'hui de faire Sa Majesté à tirer la sonnette d'alarme, ce qui est très dangereux. Alors, l'administration, c'est le fonctionnariat. Il faut faire aujourd'hui ce qu'on appelle du marketing de l'État, du marketing des fonctionnaires, pas le marketing. Ça ne fonctionne plus. La gestion des villes, la gestion intelligente, la gestion des régions intelligentes, la mobilité intelligente. Il est temps, je dirais, de comprendre que le monde a changé, que hier, les contribuables, les citoyens furent des administrés au service de l'État et ils sont considérés comme du public, donc des citoyens. Aujourd'hui, la situation mondiale s'est renversée. Le secteur privé qui avait une clientèle privée a aujourd'hui un public qui s'impose en termes de qualité.
Donc je dirais que l'analyse empirique, je dirais, du terrain politique de Sa Majesté confirme ce que l'examen et l'image du gouvernement et des fonctionnaires laissaient déjà supposer ou prévoir. Et beaucoup d'intellectuels ont posé cette problématique. Il ne faut pas donc s'attendre aujourd'hui à un esprit des fonctionnaires des partis politiques ou des structures complexes, des idées perfectionnées, encore moins la projection par les partis politiques d'un projet de société. Il s'en est hier en 1956, même bien ou après, mais ils sont aujourd'hui en période d'adolescence dans des pays où les États ont besoin je dirais de nouveautés, de changements rapides en fonction de la. Alors je dirais sous l'effet de la crise politicienne, les partis politiques s'effacent devant la réalité de l'efficacité économique, devant les technocrates de la société et enfin des normes de société. Et hier, il y avait des caïds, il y avait vous vous rappelez, des gouverneurs qui ont profité de la marocanisation de 1973 et ils sont passés dans le secteur privé pour donner leur retraite anticipée et ou ont été forcément remerciés après 71 et 72 de leur précieuse collaboration, se sont transformés avec l'accident de l'histoire aujourd'hui comme des patrons d'entreprises transformant leur méthode de gestion à caractère public avec empiriquement sur le tas de l'administration dans les entreprises privées. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a une entreprise nationale, elle n'est ni privée ni publique. C'est ce qui est assez bizarre et on prend de type fonctionnaire, c'est très bien s'il arrive à investir, s'il arrive à former d'autres populations, mais je dirais en gros, ce que j'ai compris du discours, c'est que l'aspect structurel des entreprises marocaines, de l'État, tel qu'il a été conditionné à la fois par la marocanisation, par l'environnement socio-culturel dans lequel s'est développé, font toutefois de ces fonctionnaires, de patronat du secteur privé, une réalité originale aujourd'hui au niveau des modes de gestion, et des modes de direction et je dirais même des modes d'animation managériale de l'État et de l'entrepreneuriat dont le Maroc en a besoin. Professeur Fkak, on dit que le ver dans la poire commence à dévorer la poire. Voilà, donc la réalité, elle est là. Donc oui. Maintenant, selon vous, en tant qu'expert, quels sont les outils réels et qu'on peut, à travers cette émission, les proposer, parce qu'on sait très très bien, c'est une émission très écoutée, c'est une émission qui est très suivie. Quels sont, selon vous, les outils qui peuvent accompagner ces discours plutôt de Sa Majesté pour un Maroc nouveau, pour un Maroc prospère? Selon vous, y a-t-il un aspect juridique, par exemple, une révision de droit administratif ou bien de certaines législations concernant la gestion administrative au Maroc, même à l'étranger, parce que ça, c'est la même problématique qu'on vit ici, dans le cadre diplomatique, consulat ou autre. Je souhaite savoir si vous en avez des idées, si vous en avez des propositions à faire avancer, certainement ne peut qu'être bénéfique pour appuyer cette démarche originale de Sa Majesté. Eh bien, alors Sa Majesté, je pense qu'aujourd'hui on a compris, ce n'est pas trop tard, qu'il n'est pas possible aujourd'hui de diriger une structure de l'État, de comprendre la logique des entreprises, de saisir les normes des fonctionnaires ou du fonctionnement culturel des fonctionnaires marocains. Si l'on n'est pas conscient de cette étroite relation qui existe entre les contraintes socio-culturelles de type oriental ou au sens biologique du terme, à l'heure retardataire, et ces trois acteurs qui me semblent importants, c'est l'État, l'entreprise et les partis politiques qui sont les promoteurs de l'ensemble des idées, donc les niveaux de performance qu'ils peuvent atteindre en y ajoutant, je dirais, la fine fleur des intellectuels, des universitaires de haut niveau, qu'on appelle les technocrates. Sa Majesté a demandé aujourd'hui que la démocratie soit pour tous, mais que la méritocratie soit pour chacun. Pourquoi? Parce qu'il a compris que, en termes que la société n'est plus inclusive. C'est une société d'exclusion des cadres ou la fuite des cerveaux. Si vous ne les faites pas participer, il y a des risques. D'abord, l'absence de leur participation ou de leur intégration dans ce type de mode de gouvernabilité, ils vont être marginalisés. Deuxième chose, c'est qu'il faut éviter cette société d'exclusion.
on les marginalise et finalement, ils partent ailleurs. Ce sont des gens, vous imaginez maintenant, j'ai la dernière fois calculé, presque 33%, le tiers en France sont des professeurs d'université, des chercheurs et des au CNRS, mais qui travaillent avec des noms, qui gardent leur nom, mais qui changent leur prénom, mais qui travaillent avec la nationalité européenne. Vous le voyez en Belgique, un peu partout, nous on a des contacts. Donc il faut mettre la mise en valeur, mettre l'accent sur ces valeurs certaines dont profitent un certain nombre de pays européens, et c'est très important. Alors je dirais que Sa Majesté a compris que le Maroc a besoin aujourd'hui de penseurs, de technocrates, des valeurs, d'autres valeurs, et je dirais de la bonne gouvernance. Alors, la bonne gouvernance, c'est quoi la bonne gouvernance selon la Banque mondiale? C'est un petit peu 5 points. C'est d'abord l'éthique politique, parce que l'éthique n'est pas ici religieuse. Il n'y a pas de parti religieux au Maroc. Tous les partis sont les mêmes. Il y a un code un code politique, code des partis politiques. Donc il n'y a pas de partis politiques religieux. Donc il est très important ici que l'éthique soit politique et pas religieuse. 2, la transparence économique. 3, et c'est là où Sa Majesté intervient, le choix du casting des hommes politiques de demain, des hommes d'État, des technocrates, pas des hommes politiciens. On ne peut pas mettre un frère ou quelqu'un qui n'a pas une vision de type mondial. C'est dépasser le côté de gestion locale. 4, il faut revoir la réforme de la justice. Car si nous voulons faire l'investissement, il est impossible de travailler maintenant, à l'heure actuelle, avec une justice retardataire. Et il y a 2 poids, 2 mesures. Un État, ça fonctionne pas avec un État théologique moderne. Ça fonctionne avec un État de droit, pas de passe-droit. Et 5e point, c'est cette gestion petite et compétitive, je dirais, de la régionalisation. Mais alors, regardez, au niveau des régions, les gens qui ont été élus. Alors, je termine, je dirais que Sa Majesté confirme que le Royaume du Maroc a besoin, et c'est là où il intervient, d'une discrimination positive pour les cadres. Car les partis politiques s'arrangent entre eux et ne mettent pas des cadres en avant. Regardez, quand vous regardez, moi je connais un petit peu les partis, c'est de l'argent qui circule. C'est du bouche-cara. Je m'excuse de dire ça au niveau public, mais le Maroc, il faut le critiquer pour qu'il puisse prendre conscience de ces phénomènes. Donc il a besoin d'acteurs de changement, de technocrates anticipant les politiques, au profit de l'intérêt général, avec une grille de lecture à dimension internationale ou continentale ou africaine, mais en tout cas pas à dimension locale pour se faire réélire. 2, il a besoin d'agents de réforme, de l'éducation, réforme de l'emploi, réforme de la justice, réforme des villes intelligentes, du transport intelligent, de la mobilité, mais surtout de la région intelligente pour qu'il y ait la réduction des effets de serre. Il a besoin de figures d'évolution de la maghrébisation ou de l'africanisation des esprits, voire des cultures. Et il a besoin de ministres technocrates pour le changement d'une société salariale en une société, je dirais, entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, le Maroc et Sa Majesté l'a compris, que nous vivons, et il veut relever les défis, nous vivons dans des sociétés à risque politique. Et personne n'avait prévu le printemps arabe. Nous vivons dans des risques religieux. Personne n'avait prévu au XXe siècle qu'il y aurait le terrorisme. Sauf peut-être un auteur qui était un ancien ministre de la culture au temps de De Gaulle, qui disait que le XXe siècle serait ou religieux ou militaire. Mais maintenant, nous avons un peu les deux. Et il y a les risques aussi de l'environnement, car les pays vont être biodégradables. Et là, il y a à peu près Sa Majesté, je pense qu'il a pensé à des scénarios du futur, où probablement il les a lus dans le cadre de l'UNESCO. Il y en a 5 défis à relever et il faut des hommes pour ça. Il y a d'abord ce qu'on appelle les stress des changements climatiques. Dans le pôle Nord, il va y avoir la montée des eaux, parce qu'il va y avoir la fonte des glaces et certains pays vont disparaître, notamment, c'est pour ça qu'il a appelé l'ensemble des îles, il les a pris en charge pour venir, et donc vous avez les Pays-Bas, pratiquement c'est 40%, et de l'autre côté dans le sud, il va y avoir une catastrophe parce qu'il y aura plus d'eau. C'est la sécheresse, c'est la désertification et c'est la déforestation. Ça c'est un problème, il faut des hommes qui doivent réfléchir à ce problème. Deuxième scénario,
c'est la démographie. Nous serons en Afrique 2 milliards. En 2015, nous serons 9 milliards. Aujourd'hui, on est 7,50 à peu près, mais en 2050, on serait à peu près 15 milliards. La démographie est une pression qui fait que comment vous allez les nourrir, comment vous allez les stabiliser. Il n'y a pas d'eau. Il y a également un autre problème, troisième scénario, c'est la sécurité alimentaire. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'avenir. Donc vous avez le quatrième scénario, il faut s'y préparer, c'est vous stabilisez pas ces populations, vous en serez victime et il faut donc une vision très lointaine car il y a l'immigration. Ils vont aller en Afrique du Sud et ils vont pousser le continent, il reste que 13 kilomètres et là même si la Terre bouge ou avance de 2 centimètres, il faut des millions d'années pour qu'elle se rattache donc à l'Espagne, mais là, c'est l'image est claire, ils vont monter dans le nord, donc il va falloir des hommes qui réfléchissent à cette pression. Et puis quatrième chose, c'est le stress de la fin des emplois. Avec la mécanisation, avec la modernisation sans frontières, les États font des cures d'amaigrissement de leur personnel. Et donc il va falloir qu'il y ait plus d'intelligence et il faudrait que l'éducation, l'Internet, avec les diplômes, élever le niveau pour qu'ils puissent travailler. Sinon, vous devenez consommateur, vous prenez un téléphone au Maroc, il y en a plein, il y en a 27 millions de gens maintenant qui l'ont à peu près acheté, mais finalement, ils savent que faire le téléphone, ils savent même pas mettre le nom, ils se rappellent que des 2 ou 3 chiffres. Ça veut dire que le téléphone est utilisé, même des très beaux téléphones qui coûtent très cher, mais il est utilisé, comme dirait Einstein, juste 1%. Le reste, c'est du décor. Démocratie, dont Sa Majesté en parle. La démocratie pour tous, mais la méritocratie pour chacun des technocrates. Et là, on a besoin aujourd'hui de faucons et pas de vautours. On a besoin des grosses légumes, mais pas des navets. On a besoin de loups, mais pas de brebis politiques. On a besoin de requins, mais pas de sardines, pour assurer le changement. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous propose une petite pause musicale qui est très intéressante. Et après, on enchaînera parce qu'il y a un certain nombre de points qu'on doit évoquer qui sont en relation avec la réalité politique et économique de notre pays, mais aussi la réalité politique à l'échelle internationale. C'est une belle chanson d'un homme qui souffre par rapport à son fils. J'espère bien que ça va se décoincer rapidement. Nick الفنان البشير عبدو. كلنا رجال حنايا المغاربة وكلنا أحرار حنايا المغاربة وكلنا رجال ويا المغاربة وكلنا أحرار حنايا المغاربة كلنا أحرار وعلى بلادنا وعلى بلادنا وعلى بلادنا وعلى بلادنا وعلى بلادنا وعلى بلادنا نسخوا بلا عمار على بلادنا مغاربة نساء ورجال pour un pays transparent, pour un pays compétitif. De retour à l'antenne avec le professeur Abdelatif El-Fkak, الغني عن التعريف. Le professeur Abdelatif El-Fkak qui est reconnu par la pertinence de ses analyses et surtout le franc-parler. C'est dans ce cadre que l'émission Arc-en-Ciel est très fière de l'avoir souvent dans ses émissions parce qu'il n'y a que la vérité qui fait rougir les yeux, mais ne les crève pas. C'est Kak Marhaban, une deuxième fois, mais on continue dans cette discussion très intéressante. Il y a un proverbe célèbre, donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et après, on enchaînera avec l'actualité internationale. On dit qu'une seule main ne peut pas applaudir, mais peut donner des claques. Alors, la question qui se pose, c'est posons que
tous ces discours de Sa Majesté, tous ces efforts ne suivent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, ils doivent suivre, parce que Sa Majesté essaye, d'une manière ou d'une autre, avec toute la diplomatie, pour une population qui parle sans langage, qui s'approche d'elle, en s'adressant aux politiques, ils savent leur parler. En tout cas, il donne un coup de main, mais il n'a jamais donné un coup de pied aux partis politiques. Mais il leur dit, écoutez, si vous avez des cadres, si vous avez des technocrates, car la démocratie aujourd'hui a ses propres défauts. Les défauts, c'est qu'elle fait monter les gens qu'on ne s'y attendait pas, car la population elle-même cherche quelqu'un de proche d'elle, peut-être avec l'idéologie ou pas, mais on y restait sur le problème de la personne, mais ça ne suffit pas pour avoir un homme avec une dimension continentale ou une dimension internationale avec les négociations. Ce n'est pas du marchandage. Un individu, comme disait Hassan Rahmo, qui parle qu'une seule langue, c'est un analphabète. Donc vous avez aujourd'hui des maires, qui sont élus, et vous avez des présidents de régions qui ne parlent aucune langue étrangère en dehors de l'arabe. C'est une véritable problématique aujourd'hui quand ils sont dans la COP 22, vous avez que l'anglais qui fonctionne, même le français ne fonctionne pas, parce que vous avez 191 pays. C'est problématique. En tout cas, le proverbe est une très bonne chose. Ça permet de dire que le changement de la gestion et de l'organisation, vous savez, les changements, les chefs d'État le connaissent, quand ils lisent Machiavel et quand ils lisent les grands livres de gestion, il n'y en a que 3, je dirais même à la limite 4. La première, c'est le changement des leaders. Et c'est Sa Majesté, les leaders, ça veut dire avec un concept du GAR. Il a compris. Le GAR, c'est ce que dit la Banque mondiale, on va élire quelqu'un, on va le désigner pour une fonction parce qu'il est technocrate, mais il n'est pas élu, il n'a pas la légitimité de la société, mais il est technocrate, et il y a ceux qui ont la légitimité politique, mais qui n'ont pas de vision. Le GAR, c'est la gestion axée sur les résultats. On ne peut pas mettre un élève ministre. On ne peut pas mettre quelqu'un comme Bush ou comme maintenant Trump qui va apprendre pendant 2 ans et à la deuxième année, comme le mandat est de 4 ans, il va commencer à ne pas prendre de décision parce qu'il est en train de préparer les élections pour redoubler. C'est donc pas possible. Donc ici, je dirais pas faire du marketing des partis politiques, mais faire du marketing de l'État, de la vendre et vendre l'image au niveau international, et on a besoin de grosses pointures. Deuxième chose, il y a le changement des structures, je dirais, constitutionnelles. Le roi et c'est devenu un cas d'étude de gestion au niveau des États-Unis. J'y reviens, j'y ai passé 2 mois donc à Washington, Georgetown, et là c'est devenu un cas, le changement des réformes constitutionnelles, changement des lois, changement des réformes des banques, de la bourse, de la justice, la réforme de l'enseignement, etc. Et là, on change les structures, mais on ne bouge pas les hommes. Les hommes, il faut leur faire de la formation continue pour qu'ils fassent le rattrapage à la fois du décalage culturel qu'ils ont, et la deuxième chose, le retard technologique. Parce que si vous leur apprenez rien, ils resteront 20 ans à répéter la même chose. Troisième type de changement, les savent, c'est le changement qu'on appelle par la culture, qu'on appelle par la technocratie, qu'on appelle par la modernité, qu'on appelle par des hommes qui sont très politisés, mais qui ne sont pas des élus, qui n'ont pas de légitimité parce qu'ils ne vont pas se faire élire et que les partis cherchent pas à représenter. Et la quatrième chose aujourd'hui qui fait le boom dans le monde entier, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en 5 points, c'est comment trouver la bonne gouvernance, comment trouver quelqu'un qui ne s'enrichit pas, qui a une transparence, qui a... Alors la comptabilité, bien sûr la transparence, le choix du casting, les hommes, la vision qu'un individu, mais surtout que la comptabilité, on peut la trafiquer comme on veut, on détourne les lois, mais on peut voler légalement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de normes. Au niveau de l'État, par exemple, il y a les IPSAS, qui sont des normes. On sait qu'un mètre carré de béton, combien il coûte, qu'un immeuble, on sait exactement le métrage carré. Ce sont des normes en fonction des régions qu'on essaye d'appliquer. Et là, il faut qu'il y ait des hommes de la profession. Et la bonne gouvernance,
elle est importante parce que ça fait le boom c'est dans un cadre d'une société d'État. C'est-à-dire quand quelqu'un fait une erreur ou il ne remplit pas sa mission en termes de gare, il est sanctionné. Mais on ne peut pas faire uniquement la sanction par la légitimité. Un cadre, il a un objectif, il est tranquille, et il sait qu'il va être efficace parce qu'il ne tient pas compte, il ne négocie pas avec les syndicats, il ne négocie pas. Les syndicats, c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas que ce soit les syndicats un peu de la partie sud de l'Europe, mais il faudrait qu'ils apprennent à être un syndicat de l'Europe du Nord, c'est-à-dire qu'ils participent, qu'ils codéterminent une politique en fonction de la modernité, en fonction des cures d'amaigrissement du personnel et en fonction des crises de l'emploi. Voilà un peu pour répondre à votre Justement, professeur idée. Foucault, parce qu'il me reste un dernier point, le temps presse Oui. et le dernier point qui est actualité internationale. Les États-Unis ont choisi un nouveau président de leur pays. Comme vous le savez, que la politique c'est une science inexacte. Président qui est un homme d'affaires, qui est brillant, qui a réussi. C'est la question qui se pose. Je pense la lecture du discours de Sa Majesté rentre aussi dans ce cadre-là. Il faut avoir aussi des professionnels, il faut avoir aussi des hommes qui ont une vision d'affaires, une vision de promouvoir le Maroc sur le plan entrepreneurial. La décision des Américains est tombée à pile poil là, parce que Oui. il y a une crise identitaire, il y a une crise politique à travers le monde, mais il y a un changement. Maintenant, comment vous voyez ce changement sur le plan marocain, mais aussi comme un changement sur le plan équilibre mondial? Bien, alors, ce que je dirais que Trump n'a pas l'étoffe probablement d'un chef d'État, mais il a la trempe d'un individu qui a réussi dans l'immobilier, qui a réussi dans pas mal qui est devenu un espèce de milliardaire, mais il s'est parfaitement vendu parce que la situation mondiale a changé. Vu le terrorisme, je dirais même que Daesh l'a aidé en faisant du terrorisme. Et la peur, la xénophobie, l'islamophobie, le dénigrement des femmes fait que l'inimaginable s'est produit et les individus, vous savez, les États-Unis l'ont élu. Bon, maintenant la légitimité et la légalité, il est président de la République, il va falloir faire, c'est un moteur dans le monde, comme disait un peu en 1945, quand les États-Unis tous, le monde entier s'enrhume. Donc il faut tenir compte de ces petits parts. Alors face à ces peurs, moi je fais un peu le choix de la compassion, le discours de catastrophe, je suis pour les choix de l'espoir et du rêve du type américain. Face à l'ignorance de l'électorat des États-Unis, il faut faire le choix de l'ouverture. Ce qui nous intéresse, nous, la première, c'est que la politique étrangère n'appartient pas au président. C'est une constante politique des affaires étrangères. Donc il doit s'aligner. Ils vont lui apprendre, c'est un acteur politique qui répète le texte pensé par le ministère des Affaires étrangères ou des affaires compliquées. Mais en tout cas, pour nous, le Maroc, ça ne changera rien au niveau, par exemple, depuis 41 ans, puisque c'est le 6 novembre, que le Maroc du Sud est devenu le Sud du Maroc, un peu comme l'Allemagne de l'Est est devenue l'Est de l'Allemagne aujourd'hui. Donc il n'y a pas de position ou de rechangement. Ils considèrent le Polisario et l'État de la race comme des États SDF, qui n'ont pas de territoire, qui n'ont pas de population, qu'il y a du folklore. Et ça, c'est une bonne position qui... Deuxième chose, il a compris que les États africains vont rallier le Maroc et le Maroc va réintégrer chez lui, comme disait Sa Majesté, au niveau de l'Afrique. Et qu'il est au niveau de l'Afrique, et ça c'est des points qui sont indiscutables. Ce qui fait que dire, quand j'ai lu la presse algérienne avant-hier, quand vous imaginez Sellel maintenant, qui se ridiculise en disant qu'avec la COP, le Maroc n'est pas capable de recevoir 30 000 personnes, et il disait, mais c'est en gros, vous pouvez le lire sur la presse, que le Maroc est en train de piller le soleil et le vent de l'Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous imaginez un président, un premier ministre dire ça, c'est inimaginable. Donc je dirais que
Sa Majesté, dans cette situation, il a renvoyé un télégramme diplomatique comme tous les chefs d'État, en donnant forcément l'espoir. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que Sa Majesté a pris conscience que l'État du Maroc réunit aujourd'hui des partis politiques, réunit toute une génération qui est en pleine crise de successive, qui cherche sans les trouver, sans y être aidé, les moyens de réaliser, je dirais, la transition énergétique des modes de gestion traditionnels des fonctionnaires, de la navigation à vue, dont on souffre, qui ne résiste plus à la mondialisation sans frontières, comme je disais tout à l'heure, des effets de serre, de visa, de la pollution, et la modernisation des technocrates avec des décisions de type rationnel dans des marchés ou avec des pays qui ont fait des élections irrationnelles. Mais l'idée, c'est de trouver une négociation de type collectif qui ne sont pas encore les siennes, les nôtres. Et là, Sa Majesté a saisi une autre dimension, je dirais continentale, de ces trois acteurs, l'État, l'entreprise et les nouveaux leaders qui sont à rechercher. Ils sont au centre de la plupart des débats nationaux et internationaux, et ces débats politiques ou sociétaux sont sans doute liés à ces raisons de conjoncture économique et politique dans le monde, et en particulier dans le COP 22, des risques de choix d'un gouvernement, et il prend les devants en faisant attention, en nous prévenant qu'il y a une société de type numérique, qu'il y a une société à risque, et que ces débats ne font que dévoiler les véritables problèmes de ce que James Buchanan en 1986, qui est un prix Nobel, et qui disait faites attention, et je ne sais pas si Sa Majesté a dû lire les livres de prix Nobel, il disait faites attention entre des partis politiques qui font le political choice, le choix politique va être lié au choix des classes sociales. Et Sa Majesté ne veut plus de ce terme de classe sociale, il veut métamorphoser la lutte des classes en une lutte des places, et en disant, et il le répète très souvent, et même la Constitution le dit, la démocratie pour tous et la méritocratie avec la technocratie et pour chacun de nous. Voilà. Merci le professeur Kak. Il me reste 5 minutes avant la fin de cette émission. Sachez-le que tout ce que vous avez annoncé depuis le commencement de cette émission, ça fait maintenant presque 2 ans, c'est pas des paroles dans l'air, c'est de la réalité, c'est de la vérité, c'est des paroles qui sortent de la bouche d'un patriote qui ne veut que le bien-être de son pays d'origine, le bien-être pour son pays, qui exprime aussi son amour par rapport à son pays. C'est aussi notre cas ici par rapport à cette émission qui est dédiée aussi à la promotion de cette notion d'amour, notion aussi de vivre ensemble, mais aussi aux notions de promotion de notre pays d'adoption, la France. Moi, je pense l'actualité oblige d'en parler, mais l'espoir, il est assez important avec de l'espérance. Et comme on l'a dit, on le redit encore une fois, la politique, ce n'est pas une science exacte, mais les partenaires sociaux, les décisionnaires politiques, c'est à eux d'œuvrer pour s'en sortir et assurer un avenir meilleur pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Professeur Fkak, un dernier mot. Affirmatif, quelle que soit la critique que l'on peut faire au pays. Exactement. En dehors du côté politique. Exactement. N'est-ce pas demander au pays sa progression? Exactement. N'est-ce pas laisser une génération pour nos enfants, une génération et un environnement de type propre? Voilà ce que je voulais dire. Et c'est très important qu'ils intègrent, car nous, les scientifiques, d'une manière ou d'une autre, on parle du cœur, ou là c'est pour les Marocains, on parle du Kouida. Parce que مرحبا بالكويدا وغادي نخليك مع هاد لا شونسون دقه مراكشيه يعني دوريجين سو ني با دقه مراكشيه مخدومه مي دقه مراكشيه ديال بصح reste en ligne. On vous dit à très bientôt la semaine prochaine inchallah pour finaliser la synthèse définitive de la COP 22 parce que ça va se terminer durant cette semaine. Je vous parlerai des accords et des négociations. Inchallah avec la participation de quelques personnalités influentes qui vont être parmi nous la semaine prochaine. Je vais essayer de voir le secrétaire général des villes locales, M. Mbassi, Jean. Marhaban, Sylvie Kak. Restez en ligne, s'il vous plaît. Merci, au revoir.
c'est moi. تحية صديقة الآن مراكش وجهة مراكش أسفي، وتحية صديقة لجميع مستمعينا بالمغرب. عبد اللطيف الصدقي، وتحيات برنامجكم قوس القزح émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel à la ville de Lyon et en direct. C'est une première pour la promotion de la relation France-Maroc. راب الراس يا سيدي كله فرحي، راب الراس يا سيدي كله فرحي، كله فرحي ليك، راب الراس يا سيدي كله فرحي، ديما يمسيك، راب الراس يا سيدي كله فرحي، ديما فرحي ليك، راب الراس يا سيدي كله فرحي. Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de إلى اللقاء الأسبوع المقبل إن شاء الله. culture, économie, société et animation festive.